bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du lundi. Olivia Gesbert vous propose une semaine spéciale Nous et les autres, 4 grands entretiens réalisés avant ou après le début de la pandémie, afin de repenser notre lien à la terre, aux animaux, aux hommes et à la nature. Ça commence dès 12h55 avec l'anthropologue Philippe Descola. Mais d'abord, qu'est-ce que la littérature ? Peut-on la définir et surtout peut-on la circonscrire ? Les frontières de la discipline se dessinent-elles autrement aujourd'hui ? Notre invité est critique littéraire, directeur de recherche au CNRS, et c'est à cette question monde que vous avez choisi de consacrer votre nouvel essai, qui paraît aux éditions José Corti cette semaine, L'idée de littérature, de l'art pour l'art aux écritures d'intervention. Votre sous-titre nous donne déjà le programme, le chemin que nous allons suivre à vos côtés. Soyez le bienvenu, Alexandre Geffen. La grande table. Marie Sorbier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui autour de cette grande table. Vous travaillez sur les littératures contemporaines, vous collaborez à de nombreuses publications, dont la revue critique Fiction française contemporaine. Vous êtes également directeur de la rédaction de la nouvelle revue d'esthétique qui paraît aux Presses universitaires de France. En 2017, votre précédent essai, Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle, a connu un écho qui a dépassé largement le cercle des études littéraires. Il racontait comment les mots, l'écriture, la lecture permettent de soigner, ou du moins de faire du bien, de se faire du bien. Et vous poursuivez ce travail d'auscultation du fait littéraire en entrant cette fois-ci de plein pied dans la chair de votre propos. Est-il seulement possible de définir la littérature ? Vous le démontrez dans votre essai, l'idée de littérature est une idée jeune, une idée qui n'a cessé d'évoluer au cours du temps. Peut-être pour commencer cet échange, vous pourriez nous dresser un rapide point de vue historique sur cette notion. Comment et quand sommes-nous passés des belles lettres à la littérature, Alexandre Geffen ? On est passé assez progressivement des belles lettres à la littérature, puisque lorsque le mot littérature prend petit à petit son sens spécialisé au début du 19e siècle, lorsque Madame de Staël l'emploie dans De la littérature en 1800, la notion générale de littérature continue à exister. On continue à parler de science comme d'une littérature encore très tard, jusqu'à la fin du 19e siècle. On va trouver de l'histoire qui relève de la littérature. Mais l'idée moderne est déjà inscrite à partir du moment où Madame de Staël, Benjamin Constant, qui revient d'Allemagne, ont rapproché la littérature de l'idéal esthétique, de l'idéal de beauté, de l'idéal d'intransitivité qui avait été conçu par Laufclérong. Qu'est-ce que la littérature ? Je vois une espèce d'énorme chose, comme une espèce d'énorme monument avec plein de gens qui s'agitent dedans, une espèce de foire avec plein de gens que j'aimerais connaître. En fait, c'est ça, je crois. C'est tout. C'est toute ma vie. Je dis toujours, c'est surtout d'apprendre à parler avec les autres. On s'enseigne à soi-même à parler quand on écrit, pour pouvoir bien parler avec les autres profondément. Et aussi, c'est le portrait des choses que vous ne voulez pas perdre. Je ne crois pas beaucoup à la mémoire. Je pense que la littérature, et particulièrement le roman, du moins à l'heure actuelle, est destinée à un accroissement de l'être. Pour nous, nos livres n'ont de valeur que dans la mesure où les autres les reprennent. Nous considérons depuis longtemps que la littérature, c'est un phénomène double, duel, comme on dit. C'est-à-dire auteur et puis lecteur. Les deux réunis font l'œuvre. Il y a dans le silence des livres quelque chose qui vient peut-être de la première poche, dans le ventre des mères, quelque chose qui absorbe, qui un contenant. Il y a dans les livres un contenant à l'état pur. Qu'est-ce que la littérature ? C'est en cherchant la réponse et en ne la trouvant pas qu'on s'aperçoit finalement que la littérature elle-même n'est en quelque sorte qu'une immense question posée au monde et auquel d'ailleurs les écrivains ne répondent jamais, mais le fait même de poser la question est comme une sorte, disons, d'ébranlement salutaire de nos croyances et de nos habitudes. Qu'est-ce que la littérature ? Nous venons d'entendre Françoise Sagan, Anaïs Nin, Jean-Paul Sartre ou Pascal Quignard. On aurait pu en ajouter beaucoup d'autres. Y a-t-il autant de définitions que d'écrivains ? Peut-être est-ce une des caractéristiques de la littérature ? Chacun se l'approprie et en fixe l'étendue et les limites ?
Oui, mais en même temps, on entend des choses qui sont quand même très, très caractéristiques dans ce cette petite liste. On entend l'absolu, la littérature c'est tout. On entend la littérature est une question qui doit rester sans réponse, qui est une conception très datée, très après-guerre. On entend l'idée que la littérature renvoie à quelque chose de premier, de très originel chez Quignard. Là aussi, c'est une conception liant la littérature à la recherche de l'origine, une conception très psychanalytique qui n'est pas sans histoire, qui n'est pas la seule, qui n'est pas exclusive. En même temps, on entend d'autres choses. On entend aussi l'idée que la littérature soit une communication, ce qui est une conception un peu plus ancienne, un peu plus classique, dirons-nous. Et effectivement, l'enquête sur la littérature, c'est une vieille enquête qui date justement de ce 19e siècle, l'époque où justement on faisait des enquêtes. Comment répondre à cette question? Les écrivains souvent trouvent des parades. Paul Valéry répondait par faiblesse, Blaise Cendrars répondait parce que, à l'enquête de 1919 de la revue Écrire sur la littérature. Alors, que faire avec ces réponses très, très différentes? Je pense qu'il faut les penser, je pense qu'il faut les classer. Il y a une distinction qui m'intéresse particulièrement, elle est formulée par André Gide, justement, à propos de cette enquête de 1919. Elle oppose les écrivains pour qui la littérature est une fin et ceux pour lesquels la littérature est un moyen. Et je crois que cette distinction, elle est très, très, très forte parce que c'est la grande ligne de clivage qui aujourd'hui oppose ceux pour qui la littérature doit être la recherche d'un grand style, d'un art du langage, de quelque chose qui va nous élever, nous rapprocher d'un absolu, et ceux pour qui la littérature va servir à se consoler, à dénoncer, à comprendre, à se projeter, à anticiper les futurs. Alors justement, un des enjeux de votre ouvrage est de montrer le glissement vers une acceptation de la littérature dans un sens plus élargi, un assouplissement quelque part du carcan pour que tous s'y retrouvent, car même si vous dites à plusieurs reprises dans votre ouvrage ne pas vouloir prendre position, on lit quand même en sous-texte un plaidoyer pour cette prise de conscience de l'expansion du territoire de la littérature. Il y a une expansion multiple, une expansion géographique, une expansion historique. On se met à s'intéresser à des objets qui ont méprisé la presse au 19e siècle, par exemple. On s'intéresse à la francophonie, enfin. Enfin, moi, j'ai fait des études de lettres jusqu'à l'agrégation. Je n'avais jamais été confronté à un roman francophone et pratiquement à aucun texte d'autrice et à aucun texte non occidental. Donc, on est face à une extension très, très claire liée à la mondialisation, mais liée aussi à une attention aux pratiques ordinaires, aux pratiques amateurs, aux pratiques numériques, aux pratiques sociales, aux pratiques relationnelles, à la littérature hors du livre, comme on dit maintenant. Et est-ce que justement cet élargissement nécessite des mots nouveaux? Alors là, peut-être que je m'adresse plus aux critiques, mais pour penser bien, il faut avoir un vocabulaire adéquat. Alors avons-nous, selon vous, Alexandre Géffen, l'équipement nécessaire pour aborder intellectuellement cet élargissement? Je crois qu'on ne peut pas se contenter de dire c'est beau pour une œuvre littéraire et que maintenant la littérature a affaire avec la justesse de description d'un événement, la justesse d'une expérience, la profondeur, la complexité. Par laquelle telle ou telle forme de vie est décrite, tel ou tel problème humain ou social est décrit. Et donc, il faut déployer tout ce vocabulaire, ce vocabulaire de l'intensité, ce vocabulaire de la densité qui vient de l'anthropologie. Je crois que si j'ai aimé le dernier récit de Florence Omna, c'est parce qu'il décrit de manière extrêmement dense ce qu'a été l'expérience d'un certain nombre de sans-logis, de sans-abri à qui on a imputé ce meurtre. Le prix Nobel de littérature est attribué à Bob Dylan. Our songs are alive in the land of the living, but songs are unlike literature. They're meant to be sung, not read. The words in Shakespeare's plays were meant to be acted on the stage, just as lyrics and songs are meant to be sung, not read on a page. And I hope some of you get the chance to listen to these lyrics the way they were intended to be heard, in concert or on record, or however people are listening to songs these days. I return once again to Homer, who says, "Sing in me, O muse, and through me tell the story." La musique n'est pas de la littérature, les paroles sont faites pour être chantées et non pas lues. Et j'espère que certains d'entre vous ont la chance de pouvoir écouter ces paroles comme elles doivent être entendues
en concert ou sur un disque, ou peu importe la façon qu'ont les gens d'écouter des chansons désormais. C'est ce que vient de dire Bob Dylan dans le son que nous venons d'entendre. Et juste avant, nous venons d'écouter l'annonce de l'attribution du prix Nobel de littérature à Bob Dylan en 2016. On entend la rumeur étonnée de la foule. On se doute déjà des débats houleux qui vont suivre, et ils n'ont pas manqué. Pourquoi avez-vous choisi, Alexandre Geffen, précisément cet exemple-là pour ouvrir votre ouvrage L'idée de la littérature ? En quoi est-il symptomatique ? Il est symptomatique du fait qu'on ne débatte plus seulement de savoir qu'est-ce qui est de la bonne littérature et qu'est-ce qui n'en est pas, mais qu'est-ce qui relève de la littérature. Et Bob Dylan a beaucoup de choses contre lui. Il est américain. Or, en France, depuis Baudelaire, qui reprochait aux Américains leur utilitarisme, d'idée que la littérature puisse être aussi une grande chose pour les États-Unis peut parfois étonner. C'est un auteur de musique, et alors l'idée que la littérature ne soit pas une chose pure, ne soit pas uniquement un art du langage, mais un art du langage qui puisse être intermédial, comme on dit aujourd'hui, a pu choquer beaucoup de critiques. Et surtout, c'est un auteur populaire. Et ça, en France, où on cultive l'idée que la grande littérature doit être réservée aux happy few, qu'elle doit être difficile, qu'elle doit être obscure, l'idée qu'une grande littérature populaire existe et puisse être consacrée, puisse être élue, est quelque chose qui a choqué beaucoup. La construction de votre essai amène à penser que les formes contemporaines qui inclut, donc vous venez de le dire, plus volontiers d'autres disciplines, donc les chansons comme Bob Dylan ou les sciences sociales aussi, par exemple. On parle beaucoup de la littérature journalistique, par exemple. Accepte aussi d'autres supports. On parlait des fanfictions, des blogs ou des réseaux sociaux. Toute cette nouvelle voie donne le sentiment que cette littérature poreuse aux enjeux du présent aurait remplacé la littérature purement esthétique. Mais ne peuvent-elles pas, selon vous, cohabiter ces deux formes de littérature ? Moi, je crois qu'elles peuvent et peut-être elles doivent cohabiter. Il y a des manières plus ou moins intenses, ardentes de s'emparer du langage. On peut s'en emparer pour une expérience et poursuivre l'exploration de la langue, du style. Et je crois qu'on doit pouvoir faire cohabiter des écrivains de la langue, de la réflexivité. J'ai sur ma bibliothèque aussi bien Éric Chevillard, Pierre Sange, Pascal Quignard, que des écrivains qui vont effectivement faire du journalisme, comme Emmanuel Carrère, qui faisait du journalisme un grand genre littéraire, que des écrivains qui vont toucher aux frontières de l'anthropologie, de l'ethnologie, comme beaucoup d'écrivains contemporains de terrain. On a l'impression, parfois, si je me fais un peu l'avocat du diable, Alexandre Geffen, mais j'ai l'impression qu'en 2021, c'est difficile de croire en la force de la beauté, sa gratuité pourtant, dans un monde où tout se marchandise, pourrait paraître, à vos yeux, subversive également. Mais la beauté a son utilité. La beauté a l'utilité de nous permettre justement de sortir un peu du monde. Donc, c'est sa manière à elle de nous mettre en relation avec le monde. Ce qui me gêne, c'est l'idée que la littérature soit coupée, soit coupée de tout rapport au réel, qu'elle doit être son propre culte, son propre absolu. Parce que qu'est-ce qui arrive ? Ce qui arrive, c'est le silence. Ce qui arrive, c'est Blanchot. Ce qui arrive, c'est un écrivain qui n'écrit plus. Ce que je cherche à étudier, à montrer, ce sont toutes les formes de relations, toutes les formes d'accompagnement de nos expériences de vie que la littérature peut entreprendre. Et la beauté, ce moment de cette épiphanie, elle a aussi sa place. Elle a aussi sa place comme un mode de relation parmi d'autres qu'on doit peut-être avoir avec les choses. Donc si la beauté, pour vous, dans la littérature contemporaine, doit être en relation avec le monde, ça veut dire qu'on a définitivement clôturé le passage de l'art pour l'art ? Certains écrivains sont encore dans toute la doctrine de l'art pour l'art et ce qui va avec, c'est-à-dire le désintéressement, ne pas gagner d'argent, ne pas avoir de succès, ne pas être compris, rester seul. Toute cette doctrine, moi ce que j'appelle l'idéologie esthétique parfois, continue à infuser beaucoup de jeunes poètes qui parfois font des choses magnifiques aussi. Néanmoins, beaucoup d'écrivains maintenant viennent à l'écriture pour une mission de dévoilement, pour une mission d'enquête. Et ce rapport-là avec la littérature me paraît tout aussi intéressant.
Vous interrogiez dans votre précédent essai la littérature comme baume, capable de panser nos plaies. J'ai l'impression là que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, la littérature peut aussi donner l'exemple. Alors, l'idée que la littérature soit exemplaire, c'est une chose qui rapproche très brutalement la littérature de la morale, hein, et même de la géographie, hein, les exemples des vies de saints, les exemples de destin, hein, ou les exemples de vie exemplaire à la Plutarque. Peu d'écrivains contemporains vont proposer des exemples. Peu de gens sont d'ailleurs capables de dire tu dois vivre comme ceci, tu dois vivre comme cela. En revanche, que les écrivains proposent une sorte d'atelier, d'élaboration, où chacun va un peu se reconnaître, où chacun va faire des hypothèses. Et si j'avais préféré tel ou tel métier, telle ou telle orientation sexuelle, ou que sais-je encore, tout ça est utile, tout ça nous permet d'activer un sentiment des possibles, et éventuellement de changer notre vie. La littérature sert aussi à ça. Il y a aussi, Alexandre Géffen, dans votre ouvrage, tout un pan qui analyse comment la littérature contemporaine tente de chasser l'écrivain de son piédestal, de percer la bulle honorifique et protectrice. Nous avons tous dans nos consciences cette image de l'écrivain un peu sacré, un peu mythifié. Pensez-vous que cette aura soit inhibante et qu'il est temps, aujourd'hui, en 2021, de la déliter ? Alors, elle continue là encore de s'exercer, hein, et on a encore des figures de grands écrivains. Pascal Quignard et son retrait mythifié, mis en scène, alors qu'en fait, il a aussi parallèlement cherché toute une série de consécrations. Et l'exemple des paradoxes de ce grand écrivain à la française qui est à la fois hors le monde et puis qui, en même temps, continue à avoir des stratégies de reconnaissance et à mettre en scène un certain égo littéraire, une certaine posture littéraire, comme on dit maintenant. Clairement, ces figures continuent d'habiter nos imaginaires. En même temps, d'autres écrivains ont un ethos plus modeste. Des écrivains vont en résidence à la rencontre de personnes âgées en EHPAD, vont travailler avec des migrants, vont s'intéresser à l'écologie et vont s'intéresser aux bêtes, vont s'intéresser au monde, vont s'intéresser aux territoires oubliés, et leur nombre est immense. D'autres vont échanger en permanence avec leurs lecteurs à travers leur blog, à travers d'écriture numérique. François Bon en a donné le magnifique exemple. Et de fait, l'écrivain est de plus en plus conduit à être dans un rapport étroit de relation avec ses lecteurs, parce qu'il fait des lectures en librairie, parce qu'il ne gagne pas seulement sa vie avec ses ventes, mais parce qu'il est invité en résidence, parce qu'il doit réaliser un projet d'écriture qu'on lui commande. Donc clairement, je cite un très joli passage d'Olivier Cadeau. Il met en scène l'écrivain en festival sur une chaise en plastique qui tient pas très bien, mais c'est ça aussi la situation de l'écrivain, c'est d'être de plein pied avec le monde. Je suis complètement d'accord avec un des idéaux de Marx, qui veut que lorsque un bouleversement de la société aura supprimé la division du travail, il n'y aura plus d'écrivains d'un côté, attachés à leur petite particularité d'écrivain, à leur petit talent d'écrivain, et puis de l'autre, des mineurs ou des ingénieurs, mais qu'il y aura des hommes qui écrivent, et qui par ailleurs font autre chose, mais qui écrivent en ce moment. Parce que l'activité d'écrire est une activité absolument liée à la condition humaine, c'est l'usage du langage pour fixer la vie, c'est donc une chose essentielle. Mais elle ne doit précisément pas pour ça être confiée à des spécialistes. Elle est actuellement confiée à des spécialistes en fonction de la division du travail, mais dans la réalité, il faudrait concevoir des hommes qui seraient polyvalents. Je ne sais pas si c'est réalisable. Ça, c'est un autre problème. Je sais qu'en tout cas, nous devons essayer, chacun individuellement, les écrivains, par exemple, de penser les choses comme ça.
Jean-Paul Sartre, dans cet entretien qu'il donne à Claude Lanzmann en 1967, redit avec ces mots cette pensée de Karl Marx, qui dit que l'homme peut chasser le matin, aller pêcher l'après-midi, de faire l'élevage le soir et de critiquer après le repas sans jamais devenir chasseur, pêcheur, éleveur ou critique. Est-ce que c'est une vision que vous partagez, Alexandre Geffen? Tout le monde devrait pouvoir écrire sans en faire forcément profession aujourd'hui? Je crois qu'on assiste avec le numérique et le fait qu'on puisse s'auto-publier facilement à ce que Sartre appelait de ses voeux, mais ce que Dewey appelait aussi de ses voeux, à savoir que l'écriture fait partie des activités que nous pouvons mener. Elle s'est extraordinairement démocratisée, cette écriture. Le 19e siècle avait démocratisé la lecture. Le 20e siècle démocratise l'écriture. Les gens écrivent leur autobiographie, leur mémoire. Ce qui était une activité aristocratique, bourgeoise, devient une activité ordinaire, disons, non connotée socialement. Ma grand-mère, qui n'avait pas son bac, a écrit ses souvenirs. Et je trouve ça très, très beau, très émouvant. Philippe le Jeune recueille dans des banques toutes ses autobiographies, toutes ses écritures personnelles. Et à côté de ces écritures personnelles, de nombreux auteurs s'improvisent, auteurs et autrices, s'improvisent sur des sites internet, auteurs d'épopées, auteurs de poésie. Je ne sais pas comment on peut s'opposer à cette idée-là. Je ne sais pas au nom de quelle doctrine aristocratique, de quel discours de séparation, de distinction, devrait-on interdire aux gens de se mettre à écrire. Certaines voix annoncent depuis quelques années la mort de la littérature. Vous théorisez-vous plutôt, dans votre ouvrage, la fin de l'idolâtrie, comme si c'était la définition esthétique de la littérature qui s'asséchait et qui par là même laissait place à une nouvelle ère. Mais vous, Alexandre Geffen, votre foi dans le pouvoir des mots, un pouvoir de consolation, de réparation ou d'exemplarité, est-elle toujours intacte ? Oui. Je ne vais pas continuer à vous décrire mon bureau, ma table de nuit, mais j'ai des grands romans à l'ancienne. J'ai lu avec un immense plaisir La vie légale de Dominique Dupart, qui est une grande enquête sociale. J'ai lu Lady Cadour, qui raconte le monde ancien de Rome et qui le fait vivre par le pouvoir des mots, et qui nous restitue aussi bien que l'histoire, que l'anthropologie, ce que c'est que la condition humaine d'une démocratie romaine asséchée. Et clairement, je continue à avoir ce besoin de littérature. Je ne pense pas que vous le rappeliez, qu'il y ait une mort de la littérature. C'est quelque chose qu'on répète, c'est une antienne qu'on retrouve toutes les décennies et qu'on a beaucoup retrouvé au tournant du XXe siècle. Évidemment, à chaque fin de siècle voudrait voir se terminer une ère. En fait, c'est un schéma qui se répète. Alors, sans doute, une certaine conception un peu trop artiste, isolée, enfermée, sélective de la littérature fait place à une conception élargie, une conception étendue, une conception plus inclusive, dans laquelle des écritures de débat, des écritures d'action, des écritures d'intervention, et dans lesquelles des formes très variées trouvent leur place, y compris des formes orales, des formes de performance. Et ça change sans doute notre définition de la littérature. Ça met peut-être le terme à quelque chose qui a été le moment esthétique de la littérature, 1800-2000 pourrait-on dire, mais si on a une conception large de littérature comme une pratique culturelle, un ensemble de pratiques culturelles très variées, qui inclut aussi bien les Garasardes que le livre de chevet de Sechonagon, que les performances de Chloé Delhomme, ou que des grands romans dans la tradition du XIXe siècle. Je crois que là, la littérature ne cesse de vivre, ne cesse de se renouveler. Et que le mot peut être conservé. Puisque Bob Dylan a eu un prix Nobel, cette année c'était l'américaine Louise Gluck, une poétesse qui a eu le prix Nobel de littérature. Pensez-vous qu'il serait envisageable dans l'avenir d'avoir un prix Nobel de littérature décerné par exemple à une fanfiction ? Pourquoi pas ? En tout cas, jamais les pratiques sérielles, télévisuelles et les pratiques littéraires n'ont été aussi proches.
Je rappelle que votre essai L'idée de littérature sort jeudi 25 février aux éditions José Corti et que jeudi, vous donnez une conférence inaugurale du festival Effraction. Vous pouvez peut-être nous en rappeler le titre. C'est un festival de la BPI, donc la Bibliothèque de Beaubourg, qui s'intéresse aux écritures du réel. Très bien, et que nous pourrons retrouver cette année donc en ligne sur le site du Centre Georges Pompidou. Merci beaucoup pour cet échange, Alexandre Geffen.